Bonjour à tous et à toutes. Si je vous demande de me citer une femme scientifique, vous allez sûrement me dire Marie Curie. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre femme scientifique méconnue qui malheureusement est passée à côté du prix Nobel. Cheng Xungu est née à Shanghai le 13 mai 1912, la même année que l'inauguration de la République de Chine. Elle habite la ville de Liu, le long de la rivière Yangtze, à environ 1 heure de Shanghai. Aujourd'hui, Liu est un centre de commerce encombré de bateaux, mais à l'époque, cette ville était encore peu ouverte sur le monde. Xiang Xun a deux frères, un frère aîné Xian Qing, né en 1909, et un frère cadet Xian Hao, né en 1920. Son père est un professeur. Il est plutôt progressiste. Avant même qu'elle ne sache lire, il lui lit le journal. C'est aussi un homme tolérant. Il accueille des marins qui s'étaient convertis à l'islam. Quand il veut la gronder, il ne la sermonne jamais directement, mais il utilise toujours des métaphores trouvées dans la littérature chinoise. Xian Xun est fascinée par la radio à quartz. Elle a quelques amis, mais elle préfère rester à la maison et écouter la radio plutôt que sortir jouer dehors. Elle intègre l'école de Ming qui a été fondée par son père. Elle étudie les mathématiques, la calligraphie chinoise, mais aussi les pensées de Confucius et la littérature ancienne. À 11 ans, elle part poursuivre ses études à Suzhou, à environ 80 km de chez elle. C'est une école très sélective. Elle fait partie des 200 élèves sélectionnés sur 10 000 candidats. En 1929, elle obtient son diplôme de fin d'études secondaires et elle est majeure de promo. Elle va étudier à l'Université nationale de Shanghai, où elle devient l'élève préférée du philosophe Uchi. Elle prend 2 cours de mathématiques et 3 cours d'humanité, un cours de sociologie, un cours d'histoire et un cours d'histoire politique de la dynastie Qing. Elle participe aussi à un atelier d'écriture, puis elle étudie à l'Université nationale centrale. Lors de sa première année, elle étudie d'abord les mathématiques, puis elle est transférée dans le département de physique. Elle est décrite comme une femme belle et talentueuse, mais elle sort peu, elle préfère rester à l'école pour travailler. Sa scolarité est aussi perturbée par des événements politiques. Pendant sa première année, le Japon envahit la Mandchourie. Un mouvement de protestation se forme parmi les étudiants. En octobre 1932, ils occupent l'université et ils vont même pousser le président de l'université à la démission. Xiang Xun est plutôt bonne élève. Elle sait que si elle prend part à des manifestations, elle risque de se faire renvoyer. Du coup, elle préfère participer aux manifestations pendant les jours fériés. Par exemple, elle prend part à un sitting devant le palais présidentiel de Nanjing. Elle obtient son diplôme de l'université en 1934. Elle devient professeure assistante à l'université de Zhejiang, une université qui était surnommée la Cambridge orientale. Là, elle a une routine. Une fois par semaine, elle va au cinéma et tous les mardis, elle se rend au salon de beauté. Elle s'intéresse aussi aux beaux-arts, à la photographie et à la peinture. De temps en temps, elle invite ses amis chez elle et elle leur fait la cuisine. Elle a pour projet de partir étudier à l'étranger et elle cherche à améliorer son anglais. En 1936, elle est acceptée à l'université du Michigan. Avec une de ses amies, elle s'embarque dans un bateau pour les États-Unis. Elle fait une première étape à San Francisco. Elle en profite pour visiter l'université de Berkeley. Elle remarque qu'il y a une forte communauté chinoise et elle décide finalement de ne pas aller à l'université du Michigan et de rester à Berkeley. Parmi ses professeurs, on retrouve Robert Oppenheimer, qu'elle surnomme Opie. Robert Oppenheimer, vous le connaissez sans doute à cause du biopic qui est paru sur lui. Il est considéré comme le père de la bombe atomique. Il faut dire que le temps est propice aux découvertes scientifiques. En 1934, Frédéric Joliot et Irène Joliot-Curie, la fille de Marie Curie,
obtiennent le prix Nobel pour leur travail sur la radioactivité artificielle. À Rome, Enrico Fermi travaille lui aussi sur les neutrons. Chien-Shiung et Oppenheimer travaillent sur la fusion nucléaire. Les journaux titrent une petite fille chinoise travaillant côte à côte avec l'un des plus grands scientifiques des États-Unis. Chien-Shiung se rapproche du professeur Emilio Segre, un Italien qui a immigré aux États-Unis fuyant le régime fasciste. Elle étudie alors la fusion de l'uranium. C'est une scientifique acharnée, elle reste parfois jusqu'à 3 ou 4 heures du matin à travailler dans son laboratoire, et c'est son camarade Robert Wilson qui doit la ramener chez elle en voiture. Elle rencontre aussi son futur mari, Luc Yuan, qui est lui aussi scientifique et qui est lui aussi un immigré chinois. En 1942, elle obtient un premier poste au Smith College, une université privée pour femmes du Massachusetts. Luc et Chien-Shiung se marient à Pasadena en Californie le 30 mai 1942. Le mariage a lieu dans la maison de Robert Millikan, le directeur de thèse de Luc, qui est également prix Nobel. Chien-Shiung n'a pas vraiment le choix. Il y a peu d'universités qui acceptent des étrangers et donc elle s'est retrouvée au Smith College un peu par défaut. Mais lors d'une conférence à Boston, elle rencontre le prix Nobel Ernest Lawrence qui lui fait une lettre de recommandation. Grâce à cette lettre, elle est acceptée dans 8 universités prestigieuses. Elle choisit d'aller à Princeton. Là, elle enseigne la physique à des officiers de marine. Parmi ses étudiants, on compte James Fletcher, le futur directeur de la NASA. Ce sont des moments heureux. Elle a de nombreux amis dans la communauté chinoise. Elle se rapproche aussi d'autres étrangers, comme l'Autrichien Wolfgang Pauli ou encore le Hongrois Theodor von Karman. En 1944, elle part travailler à l'université de Columbia à New York. Elle participe au projet Manhattan sur la fusion nucléaire. Elle est vraiment dévouée à ses recherches, elle s'en fiche du salaire et de la célébrité. Elle est très proche de ses étudiants, elle considère un peu ses étudiants comme une grande famille. Elle préfère d'ailleurs encadrer un groupe d'étudiants plutôt que de collaborer avec d'autres scientifiques. Elle est aussi très sévère. Elle veut que les étudiants travaillent tous les jours de la semaine, même les week-ends. Elle est même surnommée la Dame Dragon en référence à une bande dessinée. Mais elle sait aussi se montrer maternelle avec ses étudiants. Elle n'hésite pas à les conseiller notamment sur leurs choix matrimoniaux. Elle a donc retrouvé une nouvelle famille, mais elle s'inquiète pour ses parents et pour ses frères qui sont restés en Chine. Durant la guerre sino-japonaise, il y a une pénurie de médicaments et elle envoie des médicaments à son père. En août 1945, le Japon se rend. Le révolutionnaire Mao Tse-tung et le président Chiang Kai-shek parviennent à un accord, mais il y a toujours une possibilité de guerre civile entre le Parti communiste chinois et le Kuomintang, le parti nationaliste. Chien-Shiung a le cœur brisé en apprenant qu'elle ne pourra probablement pas retourner en Chine avant longtemps. En 1947, elle donne naissance à son fils. Elle lui donne un prénom européen, Vincent, et un prénom chinois, Weisheng. C'est un coup dur pour elle, elle doit subir une césarienne et rester 3 semaines à l'hôpital. Elle reçoit d'ailleurs la visite d'Albert Einstein, dont la sœur était hospitalisée dans le même hôpital. En 1949, Luc obtient un poste à Long Island et il déménage. Chien-Shiung reste à New York et prend Vincent avec elle. Comme sa mère, Vincent est un vrai petit génie et à 7 ans, il a sauté 2 classes et il est déjà en CE2. Par contre, comme sa mère rentre souvent tard pour travailler, il doit un peu s'occuper de lui-même. Pendant un moment, le couple projette de retourner vivre en Chine, mais ils ne veulent pas que leur fils grandisse dans une dictature communiste. Chien-Shiung est très attachée à la culture de son pays. Elle porte toujours un guipao, une robe traditionnelle chinoise.
Elle est un peu déçue que son fils parle couramment anglais et français, mais qu'il n'arrive pas à apprendre le chinois. En 1952, elle est invitée à un congrès en Hollande, mais elle ne réussit pas à obtenir un visa parce que la République de Chine n'est pas officiellement reconnue. Pour se faciliter les choses, elle décide d'obtenir la nationalité américaine. Le doyen de Columbia et le prix Nobel Charles Towne l'aident à passer outre les quotas de naturalisation pour les immigrés asiatiques aux États-Unis. Durant cette même période, elle se rapproche de Taïwan, elle discute avec ses étudiants taïwanais et elle va donner 2 conférences à Taïwan. En 1958, avec son mari, elle est d'ailleurs invitée par le président Chiang Kai-shek. La même année, elle obtient un doctorat honorifique de l'université de Princeton. Elle est la 7e femme élue à l'Académie des sciences américaines. En 1964, dans l'auditorium du MIT, elle donne une conférence sur les femmes scientifiques. Je me demande si les minuscules atomes et noyaux, les symboles mathématiques ou encore les molécules d'ADN ont une préférence pour les hommes ou pour les femmes. Pour elle, les femmes ont reçu la même intelligence et les mêmes talents de la part du Créateur que les hommes. Elles ont donc les mêmes responsabilités que les hommes, faire avancer la littérature et la science. Selon elle, ce n'est pas tellement le manque d'intelligence ou encore le contexte socio-économique qui empêche les femmes de contribuer aux grandes avancées, mais plutôt la tradition patriarcale. D'ailleurs, elle préfère être appelée professeur Wu plutôt que Madame Yuan, en référence au nom de son mari. En 1972, elle remarque que sur 760 professeurs associés des départements de physique, il n'y a que 6 femmes. Elle remarque une différence entre son pays d'origine et son pays d'adoption. Pour elle, la Chine est plus avancée sur la place des femmes scientifiques que les États-Unis. Elle dit que les hommes ont toujours dominé le terrain des sciences et des technologies, et elle accuse même les hommes d'être responsables du désastre écologique. En 1973, elle est élue vice-présidente de la Société de physique américaine, et elle en devient ensuite la première femme présidente. Dans les années 70 et 80, elle reçoit de très nombreux prix et de très nombreuses distinctions. Le prix Tom Bonheur pour la physique nucléaire de l'Association de physique américaine, le prix Wolf en Israël. Elle est nommée femme de l'année par la Fondation Saint-Vincent pour la culture. Elle reçoit aussi des doctorats honorifiques de l'Université de Columbia et de l'Université de Californie du Sud. Elle est professeure honoraire de l'Université de Pékin. Elle reçoit aussi la médaille Ellis Island des étrangers qui se sont distingués aux États-Unis. En 1981, elle prend sa retraite. Elle vit toujours modestement, elle ne cherche jamais à devenir célèbre. Elle est triste de n'avoir jamais pu retourner en Chine. Son frère aîné, son père et sa mère sont décédés sans qu'elle puisse leur dire au revoir. En 1988, l'Association des femmes de science produit un calendrier avec 13 femmes scientifiques. Parmi elles, il y a 6 femmes qui auraient mérité un prix Nobel. Et bien sûr, Chien-Shiung Wu en fait partie. Elle est décédée le 16 février 1997. Et voilà, je voulais vraiment vous raconter l'histoire de cette femme qui est un exemple à la fois en tant que femme scientifique, mais aussi en tant que femme immigrée, et qui malheureusement reste méconnue. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.